Aujourd'hui, nous allons voir comment virer une diva de ton équipe. Je suis Cédric Watine et tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. La position de manager est une position compliquée par essence, puisque le manager se trouve entre la direction et ses collaborateurs. Et une des difficultés qu'il peut rencontrer, c'est la présence d'une diva dans son équipe. Donc aujourd'hui, nous allons parler des divas, et bien sûr le but sera certainement pas de les virer, mais de voir ce qu'il faut faire concrètement quand on a une diva qui empoisonne notre équipe. Pour en parler, je te propose de partager l'expérience de Maxime, qui est malheureusement passé par cette douloureuse épreuve. Bonjour Maxime. Bonjour Cédric. Alors, peut-être pour démarrer, ce que tu peux faire, c'est nous dire qui tu es, d'où tu viens et où tu vas. Oui, je suis Maxime Varinard. Moi, j'ai fondé une entreprise qui s'appelle Vaisonnet il y a maintenant depuis 2005, donc ça fait quelques années, avec un parcours qui du coup pour moi très enrichissant et très challengeant. C'est que c'est une boîte qui grossit vite, et notamment avec l'effet qui, alors je ne sais pas si on peut dire malheureusement ou heureusement, avec le Covid, nous a fait gagner beaucoup d'années en termes de commerce. Par contre, ça fait grossir l'effectif très vite et c'est hyper intéressant, quoi. Donc c'est un peu mes challenges du moment, quoi. D'accord. Vous êtes sur quel créneau? Qu'est-ce qu'elle fait la boutique? Alors, on est éditeur de logiciels, Ouais. et on va aider les gens qui font de l'e-commerce à automatiser leur flux de données avec leur point de vente physique ou leur gestion commerciale, leur comptabilité, etc. Donc on va leur éviter de faire deux fois des opérations de saisie, enfin les trucs qui sont un peu pénibles, et pour qu'ils se concentrent sur des tâches à valeur ajoutée. D'accord. Et en fait, vous avez changé votre activité à cause du Covid, ou c'était déjà l'activité que vous aviez avant la crise? Non, c'était déjà l'activité qu'on avait avant la crise. Après, pour nous, ça nous a apporté, c'est les gens qui étaient à deux doigts de passer sur le digital parce qu'ils pensaient que c'était intéressant. Bah là, ils n'avaient plus de doute, quoi. Donc, du coup, ils ont tous voulu s'y mettre en même temps, à digitaliser leur point de vente, quoi. Ouais, donc ça a été un accélérateur pour toi et ta boîte, et peut-être même un accélérateur pour eux, puisque dans toute crise, il y a ce phénomène d'accélération, on en a déjà parlé sur le podcast, et effectivement, une crise, c'est une opportunité d'accélérer C'est ça. et de changer ton business plus rapidement que si tu l'aurais fait s'il n'y avait pas eu la crise. Donc t'en es un très très bon exemple, et probablement tes clients aussi. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous réussir. C'est ça. Après, nous, on apporte de la valeur pour des commerçants qui ont du volume. Donc, il faut qu'ils réussissent, sinon ils ne restent pas clients chez nous, quoi. Ouais, d'accord, ok. Et vous êtes combien là actuellement? Là, maintenant, on est 12 personnes. D'accord. Avant Covid, on était 4. D'accord. Donc, ça fait un gap important, quoi. Ouais. Et tu as tout le monde en direct ou tu as du management intermédiaire? Alors, c'est tout nouveau. J'ai une personne, alors qui n'est pas forcément là à temps plein, mais qui fait du management intermédiaire sur la partie des opérations. Et ça change beaucoup de choses. Ça tu prêches un convaincu. Donc, tu as une espèce de directeur des opérations qui assure le quotidien, et toi, tu es peut-être plus sur le développement de ta boîte et sur éventuellement le logiciel, enfin sur tes expertises. Alors, oui, pas encore assez à mon goût, mais j'y travaille et ça va venir. Meilleure est la personne que tu as recrutée, et plus vite tu pourras avancer sur le reste. En général, c'est la clé. C'est une des clés. Ok, donc, merci pour la présentation. On pourra peut-être parler une autre fois du fait de prendre quelqu'un pour assurer le quotidien du management, si ça intéresse les auditeurs. Mais aujourd'hui, on avait envie de parler de la diva qu'on peut avoir dans notre équipe. C'est parti d'un post, je crois que je me souviens plus si c'est moi qui ai mis un post sur LinkedIn ou si c'est toi qui as répondu à un de mes posts, mais si j'avais écouté, alors je ne sais plus lequel de tes podcasts où tu disais que une diva, on pouvait pas la garder dans une équipe parce que elle a beau être bonne, après il faut que la mayonnaise prenne avec tout le monde. Et oui, et puis après je t'avais interpellé, je pense, sur LinkedIn, et j'ai dit oui, moi j'ai eu le cas, effectivement, c'est des cas qui sont compliqués. Ouais, je pense que j'ai dû aborder ce sujet soit dans un podcast qui s'appelle Les 2 raisons de licencier, ou soit dans un autre podcast qui s'appelle
comment licencier et pourquoi licencier. J'ai eu pas mal de retours par rapport à ça. D'ailleurs, tout à l'heure, j'avais quelqu'un qui m'en parlait aussi, qui me disait que ça avait été un déclic pour lui. Alors lui, c'était pas tellement... Lui, c'était parce que en fait, il allait licencier un de ses collaborateurs, donc il a pris le podcast en disant comment je vais faire. Et finalement, il a vu que dans le podcast, je donnais d'autres pistes qu'il a décidé d'explorer avant de licencier le collaborateur. Donc j'ai eu pas mal de retours comme ça sur ce podcast. Donc, peut-être qu'on peut commencer déjà par essayer de trouver la définition d'une diva. Moi, je dirais d'une manière assez directe, je dirais que c'est quelqu'un qui a soit des résultats, soit des capacités exceptionnelles, donc qui est vraiment bon dans son domaine, mais qui par ailleurs pose des problèmes de management. C'est ça une diva. Parce que si c'est quelqu'un qui a des capacités exceptionnelles, mais qui pose pas problème de management, je dirais ma foi c'est formidable. C'est pas vraiment un problème, c'est plutôt c'est un élément formidable de l'équipe. Et si c'est quelqu'un qui a ni résultat, ni capacité, ni sait travailler en équipe, je dirais que ça va aller assez vite d'aller à la conclusion qui est s'il y a à la fois pas la capacité à travailler en équipe et donc pas la capacité à évoluer et pas la capacité à donner des résultats, malheureusement, on ne peut pas garder quelqu'un qui est dans cette situation-là, ou pas avant de l'avoir challengé, évidemment, mais voilà, tout doucement, ça veut dire qu'on ne pourra pas garder cette personne-là. J'aime bien aussi rappeler, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'un manager, c'est-à-dire la position dans laquelle tu étais quand tu as eu à gérer cette personne, il va être jugé par sa direction sur les 2 R du management. Quand vous avez un doute, quand vous vous dites « Oh là là, je m'y retrouve plus, je sais plus ce qu'il faut que je fasse en management », rappelez-vous toujours les 2 R du management. Les 2 R du management, c'est 1, des résultats, votre équipe doit obtenir des résultats, c'est ce que votre direction va regarder, et 2, de la rétention. C'est-à-dire que les résultats ne doivent pas être obtenus au détriment du turnover. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut avoir des résultats, mais à la fois, il faut ménager son équipe pour la garder le plus longtemps possible. Ça, c'est quand tu t'évalues toi-même en tant que manager et quand tu te poses des questions sur qu'est-ce que je dois faire. Et quand tu évalues tes collaborateurs, tu vas avoir aussi 2 composantes qui ressemblent aux composantes du manager. La première, c'est de la performance. Dans ton équipe, tu veux des gens performants. Et la deuxième, c'est la collaboration. C'est-à-dire, tu veux dans ton équipe des gens qui soient aptes à travailler en équipe. Voilà pour la partie théorie d'outils du manager. Maintenant, tu peux peut-être éclairer ça avec ton expérience. Oui, alors moi, sur ma façon de faire et mon passé, alors je suis ingénieur de formation, les ingénieurs ils peuvent être un peu psychorigides, il faut que tout rentre dans des cases, enfin bref, je suis hyper cartésien et dès qu'on rentre dans le management, en fait on rentre dans l'humain, dans l'émotion et pour quelqu'un comme moi en tout cas c'est quelque chose d'hyper compliqué et c'est là où en fait les outils de management pour moi, ça a été vraiment une révélation, c'est peut-être un peu fort, mais vraiment, vraiment une vraie boîte à outils parce que on rentre sur des outils qui permettent alors pas de rendre cartésien des émotions, mais en tout cas de savoir les gérer. Et ça, pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'important. Et je dirais, alors, tu le répètes souvent dans tes podcasts, il y a 4 outils, mais moi, il y en a 2 que je retiens. C'est le 1 à 1 qui pour moi, dans ma façon de faire, a fait 80% du boulot. Et le feedback. Après, et ces deux outils-là, sur la gestion des divas, enfin, on en reparlera un petit peu plus tard, mais ils sont essentiels parce que le 1 à 1 et le feedback, généralisé à l'ensemble de l'équipe, évite de faire des cas particuliers sur la diva qui aurait peut-être besoin de plus de coaching ou d'accompagnement que les autres, quoi. Donc moi, les évaluations de mes collaborateurs, ça passe par la performance et les résultats. Et ça, c'est assez facile parce qu'on a des objectifs. Est-ce qu'on les atteint alors des objectifs qui sont quantifiables et mesurables. Donc on peut dire, tu es à 20%, 10%, 80%, 100%, 120%, etc. Après, dès qu'on parle sur l'humain, et là, c'est difficile de mettre un chiffre en face, quoi. Moi, ça je ne sais pas le faire. Alors, c'est souvent ce qui accroche dans les profils ingénieurs, les profils C,
quand on regarde le profil disque consciencieux, c'est souvent cette opposition qu'on met, mais ça c'est parce que en France, on a été effectivement très influencé par l'esprit cartésien, et en France, on a tendance à opposer les choses, c'est-à-dire de dire que si tu es quelqu'un qui est orienté résultat, alors tu es pas quelqu'un qui sait gérer les émotions, et donc on va opposer d'un côté la performance, moi je manage la performance, puis quelqu'un d'autre, lui, va manager les émotions. Et ça, c'est vraiment une construction mentale, parce que quand on commence à vraiment regarder, c'est pas l'objet du podcast aujourd'hui, mais évidemment que les émotions sont importantes. Et d'ailleurs, un raccourci qu'on fait trop facilement, ce serait de se dire que quelqu'un qui est de profil C consciencieux, comme toi peut-être, en tout cas, il n'a pas d'émotion. Et en fait, c'est exactement l'inverse. En général, un profil C, il a beaucoup d'émotions, mais il ne veut pas les exprimer, et il n'aime pas aller sur ce terrain-là parce qu'il a un sentiment de non-maîtrise par rapport à ses émotions. Ce qui est totalement différent de quelqu'un qui n'a pas d'émotions. C'est presque l'inverse, c'est quelqu'un qui a plus d'émotions que les autres, qui est plus sensible que les autres, qui est plus perturbé par les émotions. Et donc la clé pour quelqu'un qui est comme ça, déjà pour comprendre comment, je dirais, presque utiliser nos propres émotions et celles des autres, il y a un outil que tu n'as pas cité, mais qui est vraiment intéressant, c'est le DISC, D-I-S-C, dominant, influent, stable, consciencieux, qui permet, c'est une clé de lecture, et quelque part, ça te donne, et je sais que les techniciens aiment bien ça, le mode d'emploi des autres. D'abord de toi-même et des autres. Et en lisant ton analyse DISC ou celle de tes collaborateurs, ou en faisant la formation qui correspond au DISC, tu te dis « Ah oui, mais donc en fait, les émotions, c'est quelque chose que je peux tout à fait intégrer dans mon système, parce que je comprends comment ça fonctionne, etc., etc. » Et une fois qu'on a fait ce pas-là, finalement, on fait plus d'opposition entre moi je suis quelqu'un qui manage à la performance, ou moi je suis quelqu'un qui manage aux émotions, parce qu'en fait c'est la même chose. On est dans le même environnement, le même contexte. Et après, ce que tu dis qui est clé, et on va en reparler évidemment quand on va parler de la diva, c'est les rituels de management, et je suis d'accord avec toi. Le 1 à 1, c'est... allez, déjà quand tu as installé tes 1 à 1, tu as fait la moitié je dirais du trajet qui te mène vraiment à un bon système de management, et quand tu as installé le feedback, que tu as bien réussi à l'installer, tu as fait encore un quart du trajet. Après, le coaching, la délégation, ça va aller de soi. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, ce sont vraiment les deux outils fondamentaux, et je dirais que le premier, le 1 à 1, il est très facile à mettre en place en plus. Donc il fait vraiment une grosse différence tout de suite. Le levier est énorme, c'est-à-dire que le rapport entre l'effort et le résultat, ici, est très favorable. Et puis, moi, l'avantage que je trouve aussi au 1 à 1, alors on l'a vu avec le confinement et le télétravail, c'est que on se voyait plus autour de la machine à café. Donc les choses qu'on pouvait faire de manière informelle, on ne les faisait plus. Et puis, nous, dans mon cas, l'équipe a grandi, et puis j'ai plus tout le monde qui est au bureau. J'ai certaines personnes que je vois très rarement. Et le fait de ritualiser ces 1 à 1, ça permet de ne pas exclure les gens qui peuvent être beaucoup plus en télétravail que ceux qui sont au bureau. Donc ça a plein de vertus positives. Je suis d'accord. Après, si je remets le 1 à 1 dans le contexte de la diva, moi je vois deux avantages au 1 à 1. Alors, qu'on se mette bien d'accord. Le 1 à 1, c'est un rituel, ça veut dire que tu vois chacune des personnes de ton équipe toutes les semaines pendant une demi-heure. Et pendant cette période-là, c'est pas un podcast sur le 1 à 1, mais pendant cette période-là, tu laisses s'exprimer la personne que tu as en face de toi. Ce qui fait, tu le disais, que c'est un mode équitable de communication, puisque tout le monde a le même temps de parole, parce que selon nos tempéraments, on va avoir tendance à passer trop de temps avec les gens qui vont très bien, et donc avec qui c'est très facile, puis on va délaisser les autres. Ou à l'inverse, on peut avoir un autre tempérament qui est de passer tout son temps avec les gens qui vont mal, et du coup le signal qu'on envoie à l'équipe, c'est allez mal, comme ça je m'occuperai de vous, ce qui n'est pas un très bon signal pour une équipe. Donc il y a histoire que c'est équitable. Mais en plus, dans le cadre de la présence d'une diva, c'est que finalement, peut-être toi tu te rends pas compte en fait que tu as une diva dans ton équipe, et c'est petit à petit, en instaurant une relation de confiance avec chacun des membres de l'équipe, que tu vas remarquer qu'en 1 à 1, on te parle tout le temps de Jean-Pierre, par exemple, qui serait la diva, en te disant ouais, j'ai du mal à collaborer avec Jean-Pierre, ou quelqu'un d'autre qui dit mais Jean-Pierre est un super. Parce que toi tu t'en rends pas forcément compte. Toi tu peux être
et surtout si tu as un profil d'expert, très impressionné par l'expertise de Jean-Pierre. Parce que pour toi, dans ton système de valeurs, ce truc-là, c'est presque... voilà, c'est supérieur au reste. Et quand toute ton équipe commence à dire « oui, mais Jean-Pierre, il pose des problèmes », déjà, tu peux, toi, te rendre compte que tu es en présence d'une diva. Ensuite, l'autre vertu du 1 à 1, avant d'avoir détecté la diva, bah, c'est que simplement, à force de l'avoir en entretien en face à face, tu peux te rendre compte que c'est quelqu'un qui a tendance à avoir un ego très dimensionné, ou à pas venir au 1 à 1, ou à pas respecter les rituels du groupe, etc. etc. Donc moi, je dirais le 1 à 1, déjà, il sert à détecter si on a une diva. Hein. Tout à fait. Et puis ça permet, surtout, alors, moi, à l'époque où j'ai eu ce cas-là à gérer, j'étais directement en prise avec l'équipe, je le voyais plutôt bien. Tu t'en Maintenant, rendais compte, je m'en rendais compte. Ouais. Maintenant où j'ai une équipe qui est beaucoup plus grosse, je ne sais pas si je m'en rendrai compte aussi vite. Sans les 1 à 1, quoi, parce que je suis beaucoup moins impliqué de manière opérationnelle et tous les petits détails qui font détecter la diva, on les voit plus forcément, on est trop loin, quoi. Donc les 1 à 1 deviennent de plus en plus indispensables, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme pour détecter une diva, en fait? Ce serait quoi les signes particuliers de la diva d'après toi, en prenant pour exemple la personne à qui tu as eu affaire? Je dirais des choses... Pour rester sur l'exemple de Jean-Pierre. On peut l'appeler autrement, hein, s'il y a des Oui, Jean-Pierre. Jean-Pierre, excusez-nous, les Jean-Pierre qui nous écoutent. Voilà. Alors, je caricature un petit peu le trait, Exprès, mais toujours. J'ai jamais rien à dire sur son boulot. Par contre, les autres disent, mais enfin, ont toujours quelque chose à lui reprocher. Et au final, ce qui fait petit à petit glisser le débat, dire, ben, en fait, sur le fond, la diva a toujours raison. Par contre, sur la forme, oula, ça peut être... alors, ça peut être explosif, ça peut être désagréable, ça peut être épineux, ça peut être pas d'infos, enfin, mais on n'arrive pas à communiquer. Alors, soit on n'arrive pas à communiquer, soit on n'arrive pas à communiquer sereinement. Moi, c'était pas serein dans mon cas. Mais voilà, il n'y a pas de problème sur le fond, en fait. Il y a un problème sur la forme, et c'est ça qu'il faut arriver à identifier. En fait, ce que tu appelles le fond, c'est la qualité du travail qui est remis par la diva quand elle travaille plutôt seule et en termes de délivrable. C'est-à-dire que là, on parle de quelqu'un qui n'a pas de rôle de manager, hein, très clairement. Donc, on va plutôt le juger sur sa production et en particulier sa production individuelle. Et c'est plutôt quelqu'un qui te remettait, alors je ne sais pas à quel poste il était, mais c'était quelqu'un qui faisait un travail irréprochable. Tu pouvais, si tu avais eu envie de le critiquer, tu ne pouvais pas lui dire bah si, là, tu vois, tu as fait une erreur, là, le délivrable que tu as fait, tu l'as rendu trop tard, ou il y a une erreur, ou il y a telle chose. Et c'est jamais le cas. C'est jamais le cas. Et c'est là où bah, du coup, on glisse sur le terrain où ça peut devenir un problème. C'est-à-dire qu'au final, je dirais que la diva ne bosse pas en équipe, bosse seule. Il n'y a aucun problème. Enfin, allons-y, quoi. C'est peut-être un caractère un peu, on va dire un peu fort, mais allons-y. Après, c'est quand on commence à travailler en équipe où bah, là, ça marche plus parce que les résultats, ils n'arrivent pas à avancer. Et en fait, l'exemple dont on ferme 2 personnes ensemble, on s'attend à ce que ça fasse 2, quoi, et voire 3, parce que en fait, alors je sais pas si c'est un dicton, une citation, enfin de dire tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, et on s'attend à ça avec une équipe, ce qui est pas le cas quand il y a une diva qui est au milieu, quoi. Et ça grippe l'ensemble de l'équipe, quoi. Tout à fait. Et donc, ce qui est très intéressant dans ton exemple, et c'est pour ça que je suis content que tu dises ça, c'est qu'en fait, une diva, elle peut... c'est-à-dire que quelqu'un qui a été très très bon techniquement en termes d'expertise quand l'équipe était petite, et ça posait pas de problème, puisque chacun était dans son domaine, et puis que c'était peut-être la phase pionnière de l'entreprise, il y a un moment, elle devient un frein au développement de l'entreprise, parce que justement, elle n'a pas cette capacité, ou elle n'a pas encore saisi la nécessité
de travailler en équipe. Et elle est encore sur le mode, mais non, mais ça va plus vite si je le fais moi-même. Et souvent, il y a un peu de morgue en disant, mais les autres, ils comprennent rien. Donc en fait, je vais faire tout seul, ça ira plus vite. Et les autres ne peuvent pas prendre leur place, en fait. Et c'est pas faux. Enfin, quand on parlait tout à l'heure des outils du manager, il y a la délégation qui, pour moi, s'approche un peu de ça. C'est qu'à un moment, si il y a un collaborateur qui est censé bosser avec toi, si tu le laisses jamais faire parce qu'il est plus lent que toi, si tu ne le laisses pas faire parce qu'il va faire des erreurs, ben, ça sert à quoi de l'avoir embauché, quoi? Enfin, il va jamais faire le boulot puisque tu le laisses pas faire le boulot. Et souviens-toi comment tu étais quand tu as commencé. C'est ça. La clé de la délégation, c'est ça. C'est rappelle-toi au début, et c'est ça ton critère pour évaluer l'autre. C'est comment tu étais au début, et le challenge des deux, c'est d'avancer le plus vite possible. Mais du coup, ça répond à une des questions qu'on a eues sur LinkedIn. Il y a quelqu'un à un moment qui a dit, le plus compliqué, c'est quand la diva, c'est le patron. Et j'ai pas répondu. Mais en fait, la diva, c'est toujours le patron. Enfin, un patron, par essence, est toujours au départ une diva. Quand c'est lui qui a créé la société, au départ, il était maître dans tous les domaines. Et s'il reste là, en fait, il bloque sa société. Bon, on va pas traiter ce cas-là, mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, en général, le gap que doit franchir l'entrepreneur de se dire, désormais, je peux plus tout faire moi-même, c'est-à-dire la réflexion que tu as eue déjà, puisque tu m'as dit que tu avais pris quelqu'un pour faire le management, eh bien, elle peut se faire à tous les niveaux de l'équipe. Et en fait, une diva, elle a pu se transformer en diva parce que tout d'un coup, tu mets en place un système où elle n'est plus aussi centrale qu'avant et où finalement, elle a l'impression que tu es en train d'aller marcher sur son terrain. Mais je dirais qu'à la limite, presque ça, on s'en fout. Ça nous donne des clés d'explication. Ça nous permet de nous dire, oui, c'est bizarre, avant, ce type-là était génial, c'était le fer de lance de la société, et en fait, au fur et à mesure que la société se développe, j'ai l'impression que c'est de plus en plus un frein. Et quelquefois, on s'étonne de ça. Mais c'est juste parce que il faut s'adapter à l'environnement. Et donc, tu vois, tu dis, la caractéristique d'une diva, c'est qu'elle fait un travail, il n'y a jamais rien à dire sur ce travail-là, mais en fait, à un moment, ça suffit plus. C'est-à-dire que tes collaborateurs, quand ta société va se développer, tu vas t'obliger à les évaluer sur les deux critères, qui sont effectivement de remettre un travail parfait à temps, c'est-à-dire leur aspect contributeur, mais aussi sur le travail en commun. Et c'est pour ça que je disais souvent, les clés qui vont te remonter, ça va être, non, mais nous, on n'aime pas travailler avec Jean-Pierre, non, mais Jean-Pierre, il est insultant, il partage pas les infos, etc., etc. Et donc, poussons juste un peu le truc pour expliquer pourquoi tu peux pas laisser ça en tant que manager ou en tant que boss, pourquoi tu peux pas laisser ce truc-là se développer. Donc tu nous as dit, en fait, l'équipe, ce que tu étais en train de dire, c'est qu'au lieu de faire, je dirais, 1 + 1 = 3, tu as une équipe qui, en fait, marche moins bien. C'est ça. Et puis, maintenant, parce que toi, tu as réagi assez vite, tu t'es assez vite rendu compte, et tu as eu la présence d'esprit de te dire, je peux pas laisser cette situation perdurer, mais il faut du courage et de la clairvoyance pour s'en rendre compte. Enfin, de la clairvoyance pour s'en rendre compte et du courage pour agir. Le risque, en fait, c'est de pas agir. Parce que je vais pousser le truc, parce que ça, c'est pas ce qui est arrivé dans ta boîte, enfin, je pense pas, mais moi, c'est ce que j'ai vu dans pas mal de boîtes et que j'ai vécu aussi dans une de mes sociétés. C'est que, comme tu es impressionné par ce pilier d'expertise qu'il y a dans ton équipe, tu te dis, mais je peux pas le virer, parce que si je le vire, il nous manque un pilier, donc on s'effondre. Le problème, c'est que si tu fais rien, et après on va regarder ce qu'il faut qu'on fasse, mais si tu fais rien, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, la diva, puisque tu lui donnes aucun feedback, puisque tu lui dis jamais qu'il y a un truc qui va pas, elle va pas s'en rendre compte. Ou plutôt, elle va se dire, tiens, mon expertise me donne tous les droits. Et entre autres, celui d'être imbuvable. Pourquoi pas, parce que moi j'ai vécu ça, de cracher même dans la soupe, c'est-à-dire de critiquer à un moment, la diva se sent tellement forte que même en clientèle, elle se permet de critiquer sa propre boîte. En disant, oui, non, mais moi je vais vous dépanner, oui, ils sont lents au siège, mais moi je vais me débrouiller. Moi j'ai déjà eu ça avec des commerciaux qui se servent, soi-disant, de dysfonctionnement de l'entreprise pour dire à quel point eux sont meilleurs et donc se faire valoir
en dénaturant l'image de l'entreprise. Tu vois, c'est quelque chose Ouais. ça peut aller jusque-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer si tu laisses ça se faire? Eh bien, ton image auprès de tes clients va se dégrader et ton équipe va se dégrader. C'est-à-dire que tes collaborateurs, ceux qui se plaignent de la diva ou qui subissent la diva, ils vont se barrer, ils vont partir de l'entreprise parce que ce sera insupportable, ou bien ils vont mettre leur talent en veilleuse. Et donc, qu'est-ce qui va se passer si tu fais rien? C'est que ta dépendance vis-à-vis de la diva ne va aller qu'en augmentant. Et donc, plus tu attends pour traiter le sujet de la diva, plus ça va être difficile de le traiter correctement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très important à comprendre, et c'est pour ça que je fais ce podcast, c'est vraiment, posez-vous la question, est-ce que dans votre équipe, il n'y a pas quelqu'un qui commence à avoir un petit peu le comportement d'une diva? Parce que c'est beaucoup plus facile de le prendre quand vous n'en êtes pas encore dépendant, pour un tas de raisons, que si vous l'avez laissé prendre ses aides, parce que là, ça va être plus compliqué. Tout à fait. Et moi, ça rejoint un petit peu moi le cas que j'ai eu à traiter parce que c'était avec l'expérience, on en avait parlé un petit peu avant qu'on commence ce podcast sur le contexte entre la direction et le manager. Moi, à cette époque-là, j'avais. Alors, ça restait un contexte familial parce que c'était mon père qui était à la direction, mais vendre quand même le fait. Enfin, je spoil un peu la fin, peut-être un peu l'explication, mais. Non, mais ça m'intéresse. Le fait de vendre ce truc-là et dire, ouais, il y a quand même des résultats. On a fait toutes ces actions-là et ouais, les résultats sont toujours là, mais ça reste grippé, quoi. Donc à un moment, on a plus d'autres choses à faire que l'essentiel. C'est dommage parce que, alors, ça reste la dernière des dernières solutions parce qu'on s'est gaufré sur un recrutement. On va payer un licenciement, ça coûte cher. Et puis, si on avait embauché, c'est que quand même il y avait des besoins. Donc, il faut qu'on re-recrute derrière et qu'on reforme. Donc, oui, en fait, on s'est gaufré sur un recrutement, peut-être même pas. Peut-être qu'au moment où Jean-Pierre a été recruté, il avait le profil idéal pour la taille de la boîte. Je dis n'importe quoi, la boîte, il y avait 3 personnes, il nous manquait un méga spécialiste, je veux dire, je sais pas quoi, moi je connais pas ton métier, mais du web, je dis n'importe quoi. Jean-Pierre passait par là, super CV, etc. Oui, effectivement, pas super balèze dans les contacts humains, etc. Mais au moins il respecte la direction, donc on le prend, c'est pas une erreur de recrutement, il fonctionne. Mais c'est l'évolution de la société qui fait que finalement, mince, on l'a pas bien géré ce type-là, parce que du coup, il a pris ses aides, etc. Et je suis d'accord avec toi, il y a un gros problème, un autre problème qui va se poser au manager, c'est que quelquefois sa direction ne va pas comprendre du tout pourquoi pourquoi tu vas voir ta direction en disant, voilà, je voudrais me séparer de Jean-Pierre. Alors là, les mecs, ils vont tomber du grenier à la cave, ils vont se dire, quoi? Tu es en train de me dire que tu virais le meilleur de l'équipe. Explique-moi. Et là, si tu as un peu trop laissé la diva prendre ses aides, ça va être compliqué à expliquer. Et ce que risque de te dire ta direction, c'est je suis pas sûr que ce soit Jean-Pierre le problème. C'est peut-être que t'es pas un bon manager. Tu vois, ça peut... Donc, une raison, je suis d'accord avec toi, malheureusement, encore une fois, on voit que le manager il est un peu entre le marteau et l'enclume. Mais effectivement, un autre problème avec la diva, c'est que quelque part, il peut être défendu par la direction de l'entreprise, et s'il est malin, parce qu'une diva, moi j'en ai connu des comme ça, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, finalement, on l'a compris, une diva, c'est quelqu'un qui ne croit pas au travail en équipe. Il pense qu'il est le meilleur, il se dit que le travail en équipe, ça sert à rien. S'il ne croit pas au travail en équipe, il ne croit pas non plus au management. Puisqu'on n'a pas besoin de travailler en équipe, pourquoi on aurait un manager? Et donc, il ne croit pas en toi, le manager. Il a bien compris que tu étais dépendant, et il peut être tenté même de sauter la balustrade et d'aller faire des contacts à plus haut niveau, et à devenir protégé par ton N+1. Donc, quand je dis que le sujet diva, il faut le traiter à la base, c'est à tout ça que je pense aussi. Ouais. Non, c'est un sujet épineux, hein, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas regarder que les chiffres, que les résultats, et qui font que 50% du boulot finalement. C'est le travail en équipe qui est
qui est bien important, quoi. Il faut avoir la capacité à projeter, c'est-à-dire à se dire, ouais, aujourd'hui, je suis un peu dans le confort, je me repose sur lui, etc. Mais si je projette dans 5 ans, est-ce que c'est la même histoire, en fait? Alors, ce serait quoi? Donc, bon, ok, on a défini ce que c'est qu'une diva, on a compris, c'est le mec, c'est un expert, donc t'hésites à t'en séparer, parce que si tu t'en sépares, ça fait boum. T'hésites même à aller le voir pour discuter, parce que t'as même peur qu'il se mette en grève, ou qu'il commence à faire du mauvais esprit, etc. Et d'un autre côté, tu sais que, oui, mais à terme, il y a un problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on repère cette diva? Ce serait quoi? Est-ce qu'il faut la virer, par exemple, dire bon bah tiens, j'ai remarqué que tu étais une diva, donc on va faire un entretien de licenciement. Et en direct, alors je sais pas, enfin, moi, bon, en tout cas moi c'est pas ma façon de faire. Et puis quand même on est sur un métier où la valeur qu'on crée, c'est la valeur humaine, quoi. Donc et si je prends un exemple dans l'industrie, on va pas bazarder une ligne de production parce qu'il y a un bouchon qui a été mal mis dans une bouteille, quoi. C'est une vision peut-être un peu pragmatique et sans trop d'empathie, mais on peut pas dire je vire tout le monde juste parce que il a mauvais caractère. Et donc du coup quand même l'objectif c'est d'éviter ce licenciement, et il faut arriver à accompagner la personne, pour moi la première des choses c'est d'essayer de faire prendre conscience de ça, ce qui pour moi a été un calvaire sans nom. Non, pas un calvaire. Une mission impossible. C'est mission impossible parce que le boulot, il est là, il est bien fait. C'est quoi le problème? C'est enfin, même avec le recul, je pense que moi, j'ai pu ne pas être bon sur cette faire prise de conscience, et toutes les actions après que j'ai menées derrière ont peut-être été alors peut-être pas voué à l'échec parce qu'il y a quand même eu un bout d'efficacité, mais de faire de la formation sur la communication, de faire tout ce qui est communication non violente, par exemple. Alors c'est pas je me bastonne, c'est juste dire une façon de dire les choses de manière un petit peu plus positive. Ça marche un petit peu, mais ça en plus, ce qui m'a donné un petit peu un peu de résultats, moi, ça a été le coaching quand même. Mais du coup, pas par moi, parce que moi ça, je sais pas faire. Le coaching, et puis le fait de sortir aussi de l'ambiance du travail. Et je pense que d'avoir une personne externe auquel on peut dire des choses qu'on va pas dire à son manager ou qu'on va pas dire à son collègue de travail, je pense que c'est quand même plutôt une bonne chose. Et ça, c'est enfin, quand je l'ai fait, j'ai vu des résultats. Après, je pense que la prise de conscience a été beaucoup trop tardive quand même. La situation a été enfin, le verre avait trop mangé le fruit, où il aurait fallu faire du coaching pendant des mois et des mois, ce qui n'était pas forcément possible. Le résultat n'a pas été durable, quoi. Mais juste une question. Oui. La personne, ton Jean-Pierre, là, il a accepté le coaching ou il a demandé le coaching? Comment ça s'est passé, en fait? Non. Il n'a pas été demandeur du coaching. J'ai essayé de ne pas l'imposer, mais je pense qu'il a pris comme tel. C'est-à-dire qu'à un moment, pour arriver à lui faire accepter le coaching, il dit, à un moment, on va essayer de nous améliorer sur la communication. On peut avoir ces problèmes-là. Faisons le coaching. Et je pense qu'il a pris pour un problème général de l'équipe et pas un problème pour lui. Et donc, je pense que rétroactivement, le problème a été là, quoi. Mon travail sur le faire accepter ce cas-là n'a pas peut-être été assez efficace. Après, j'essaie de l'interpréter comme ça. Après, tout dépend l'objectif. En fait, un coaching, ça marche bien quand on est demandeur, c'est clair. Ça marche moins bien quand on n'est pas demandeur, parce que finalement, effectivement,
tout ce que va faire la personne, c'est faire du pushback, c'est-à-dire dire bah non, ça m'intéresse pas, de toute façon le problème n'est pas là, le problème est ailleurs, etc. Mais ça a une vertu, c'est que ça montre à la personne que bah, tu as fait des efforts et que tu as essayé de l'aider à résoudre le problème. Et ça peut entraîner chez la personne une prise de conscience qui est bon, en fait, finalement, je suis pas bien dans cette boîte, quoi. J'ai fini ma période dans cette boîte parce que moi, mon tempérament, que j'ai pas envie de changer, et c'est respectable, il convient mieux à des petites structures qui sont en démarrage, parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui ne sait pas travailler en équipe, et j'ai pas envie d'apprendre à travailler en équipe, donc ne m'ennuyez pas avec ça. Et puis, on part du constat que finalement, bah, la personne, petit à petit, elle est en déphasage par rapport à l'équipe, et qu'il faut aboutir à une solution. Moi, c'est ce que je dis d'ailleurs dans le podcast sur comment licencier. Je dis, quel que soit il faut tout faire pour que la personne ait une chance je dirais, de s'adapter, de rester dans l'équipe. Mais quand ça marche pas, bah, la conclusion, c'est quand même qu'elle peut pas rester. On n'est pas des magiciens, je veux dire. Et dans les deux cas, qu'elle reste ou qu'elle reste pas, l'issue est positive pour l'entreprise. C'est-à-dire, et d'ailleurs pour la personne aussi. C'est-à-dire que finalement, soit tu te retrouves avec quelqu'un, une diva qui n'est plus une diva, mais qui a compris l'intérêt de travailler en équipe, et puis ça fonctionne mieux, etc. Ou soit, bah, ta diva, elle est partie. Et donc, qu'est-ce qui va se passer en général? Et ça m'intéresse que tu témoignes à ce niveau-là. En général, ce qui se passe, c'est pour ça, j'en viens un peu vite à la fin. Après, je vais revenir en amont de ce qui aurait pu être fait pour essayer de pas trop vite aboutir au licenciement, etc. Mais déjà, finalement, la conclusion de ton coaching, ça a été que tu as dû licencier Jean-Pierre. C'est ça. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors, moi, sur le licenciement, alors après, je vire pas des gens à tour de bras, donc après, je suis quand même preneur de tout conseil, quel qu'il soit, pour éviter d'en arriver là. Mais du coup, moi, ce qui s'est passé, donc une fois qu'on a pris la décision de licencier, enfin de séparer, la première idée, ça a été de faire une rupture conventionnelle. Donc de la part de mon Jean-Pierre, ça n'a pas été acceptable parce que il fait bien son boulot. Enfin, on revient un peu à ce qu'on discutait jusqu'avant sur la prise de conscience qui avait peut-être pas été là. Il fait bien son boulot. Donc pourquoi accepter une rupture conventionnelle, ou en tout cas accepter ces indemnités-là, puisque je fais bien mon boulot, il n'y a aucune raison que je parte ou que je parte à ce tarif-là. Après, je suis peut-être un peu froid à ce niveau-là, mais à un moment, la rupture conventionnelle a des indemnités mirobolantes. Il y a un enjeu économique derrière, c'est que je fais un licenciement, même pour n'importe quoi, ça me coûtera moins cher qu'une rupture conventionnelle. Enfin, c'est bête et méchant, mais bon, à un moment, les indemnités, elles sont légitimes, mais pas jusqu'à n'importe quel montant. Donc du coup, nous, ce qui s'est passé, c'est que on est parti sur un licenciement pour une cause réelle et sérieuse, et puis on revient en fait pour pouvoir faire ça, il faut qu'on ait des causes qui soient exactes, qui soient objectives, qui soient justifiables. C'est hyper facile en absence de résultats. Quand on est sur du comportement, c'est du point de vue alors de l'ingénieur que je suis, c'est un peu compliqué, mais de l'avocat et du juge, après derrière potentiellement, c'est encore plus compliqué. Et puis après, donc c'est là où les outils viennent aider là-dedans. Donc le 1-1, le feedback, dire ouais, les résultats chiffrés, ils sont là. Par contre, le comportement ne va pas parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure, que le 1-1, c'était pas pour la diva, c'est le 1-1, c'est pour l'ensemble de l'équipe. Et les feedbacks aussi. Et ça, très clairement, ça m'a... nous, ça nous a sauvés parce que, alors, je pense pas de trahir de secret en disant ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en discutant avec les avocats par rapport à ce sujet-là, c'est que maintenant, les indemnités de licenciement sont plafonnées. Et sont déplafonnés que dans un seul contexte, quand il y a du harcèlement. Et donc là, tout le monde y va à cœur joie. Je me fais licencier, j'ai été harcelé parce que on me faisait des feedbacks négatifs systématiquement, on me voyait pour me rabaisser, etc. Non, c'est pas le cas.
C'était pour tout le monde. Et le fait que ce soit pour tout le monde et pas seulement sur la diva, la situation de harcèlement, très clairement, elle devient caduque parce qu'il n'y en a pas. Oui, il y a des feedbacks, oui, ils sont négatifs parce que. Et t'es pas un cas isolé, donc c'est pas du harcèlement. Et ça, pour nous, alors ça a été. J'en parle un peu plus sereinement et calmement maintenant, mais c'est au final une situation de double échec. Hein. Double échec pour la diva, qui, je pense que même maintenant, n'a pas compris son licenciement. Et licenciement aussi pour moi, parce que clairement, ça s'est mal passé, quoi. Enfin, et puis quand on commence à discuter avec les avocats, Oui, c'est un peu rare qu'un licenciement se passe bien, c'est possible, mais c'est assez rare. En fait, il faut bien comprendre qu'à un moment, c'est toi qui bascules en tant que manager, et tu dis, bon, maintenant je décide qu'il ne peut pas rester. Et là, du coup, t'es plus dans comment accompagner la personne, etc. Tu es dans comment je sauve mon équipe. Et ma boîte, puisqu'il y a un enjeu économique. Et effectivement, quand on est là, ça va être plus des batailles d'avocats, et l'avocat de la partie adverse, de toute façon, effectivement, il va essayer de faire sauter le plafonnement, parce que et donc, pour faire sauter le plafonnement, il faut effectivement trouver des circonstances particulières dans le harcèlement, mais ça peut être aussi... le harcèlement, ça peut être l'inverse. C'est-à-dire que harceler quelqu'un, ça peut être effectivement de lui mettre la pression, de lui dire qu'il est nul, de l'insulter de manière répétée, qui touche à l'intégrité de la personne, et c'est ça la définition, mais ça peut être aussi de l'isoler complètement, et de dire, non, en fait, vous lui avez donné aucune chance, puisque regardez, du jour au lendemain, tout d'un coup, alors que souvent c'est l'argument qui est utilisé, tout allait bien, et tout d'un coup vous arrivez, et parce que personnellement ça vous arrange, vous dites, bon bah, la porte c'est là, je ne fais aucun cas de la qualité de votre travail, tout ce qui m'intéresse c'est que vous dégagez, en général c'est parce que, souvent c'est l'argument qui est utilisé, parce que vous êtes trop cher désormais, etc. Donc, et ça, je dirais, c'est le jeu des prud'hommes, etc., on n'a pas tellement d'action là-dessus. Par contre, effectivement, le fait d'avoir un système de management en place, le fait d'avoir discuté de ce sujet avec la personne régulièrement, en lui disant dans ses évaluations que sur cet aspect-là, pas de problème, bravo, etc. Mais sur cet aspect-là, là, il y a un problème, et de l'avoir fait de manière répétée, c'est fondamental dans le dossier. Et d'ailleurs, ça aurait été fondamental dans le dossier, mais c'est fondamental dans la démarche. C'est-à-dire que maintenant, je vais revenir un petit peu avant tout ça. C'est-à-dire que au départ, tu es là et tu dis « j'ai un problème avec Jean-Pierre ». Comment je sais que j'ai un problème ? Bah, il y a un problème. Au début, on se dit « ce mec-là, il est super, il est expert, etc. » Mais j'ai quand même un souci. Il est violent dans son discours, les gens se plaignent, etc. Ce qui est compliqué, ce qui va être compliqué pour lui faire un feedback, ça va être de le faire de manière objective. C'est-à-dire que quand tu vas lui dire « écoute Jean-Pierre, t'as une mauvaise attitude », il va dire « ben non, j'ai une bonne attitude ». Et là, vous allez pouvoir discuter de multiples fois. Et en fait, la première chose à faire, c'est de te dire pourquoi je trouve qu'il a une mauvaise attitude, pourquoi je trouve que c'est une diva. Et là, de remonter à des faits ou à des dires qu'il a utilisés, ou à des projets qui n'ont pas avancé assez vite, parce qu'il a bloqué, etc., etc. Et il n'y a que comme ça que quelqu'un qui est comme Jean-Pierre pourra réagir. Parce que si tu lui donnes pas du pragmatique, du concret, quelque chose qu'on peut mesurer, quelque chose qu'on peut entendre ou voir, etc., il pourra toujours dire non, c'est pas vrai. Ça n'empêchera pas de nier, hein, probablement. Bon là, je vais pas renvoyer à ce que c'est qu'un feedback, on a fait des podcasts là-dessus, et on explique dans les formations comment le faire, mais un des principes du feedback, c'est déjà de dire régulièrement, par exemple au cours des 1 à 1, qu'il y a quelque chose qui va pas, et d'expliquer concrètement ce que c'est, au besoin, en citant des choses auxquelles toi tu n'as pas forcément assisté, mais d'autres collaborateurs ont assisté, pour que la personne déjà elle ait une chance de comprendre. Parce qu'en général, la diva, c'est tout à fait possible qu'elle ne comprenne pas l'enjeu. C'est-à-dire qu'elle ne comprenne même pas ce que tu es en train de lui raconter, en disant on s'en fout. On fait pas d'omelette sans casser deux. Oui, mais il avait tort. Oui, mais... Et donc, il faut que tu... Déjà que tu comprennes son profil. Par exemple, si c'est quelqu'un de très dominant,
D, profil D. Si tu lui dis, oui Jean-Pierre, quand tu dis à Marilyn que c'est une blonde et qu'elle n'arrivera jamais, elle est très triste et elle vient dans mon bureau, elle pleure, il va dire, bon, on s'en fout, c'est vrai. Elle n'est pas très maligne, donc ça va pas lui parler. Par contre, si tu lui dis, tu sais Jean-Pierre, quand tu fais ça, ça ralentit toute l'équipe. Du coup, on commence à avoir de mauvaises performances. Du coup, moi, je me demande si tu es vraiment si bon que tu le dis, etc. Ah, Jean-Pierre, il va se dire, là, ça touche au résultat, ça touche à la production, ça touche à mon image dans l'entreprise. Et là, peut-être, il va être plus réceptif à ça. Donc, il y a la manière de faire le feedback qui dépend du tempérament de la personne. Et puis, il y a la répétition. Puisque tu fais des 1-1 et que chaque semaine, tu lui dis qu'il y a un problème, tu lui donnes autant de chances d'évoluer quand même. Et du coup, à un moment, si ça change toujours pas, là, tu peux passer à la phase coaching en disant, tu n'y arrives pas. Ça fait 3 mois que je t'en parle, tu n'y arrives pas, tu changes pas. J'ai toujours les mêmes retours des autres, donc il va falloir que tu te fasses aider, etc., etc. Et puis, l'autre chose, c'est affirmer haut et fort la culture d'entreprise et la valeur dans l'entreprise, en disant que, par exemple, le travail d'équipe, c'est fondamental dans notre société. Ça l'était peut-être pas quand on était 2, par essence, puisqu'on n'était que 2, mais c'est devenu fondamental maintenant qu'on est 12. Et du coup, quand tu commences à affirmer le travail d'équipe comme une valeur fondamentale de l'équipe, cette valeur détermine des comportements attendus. Et donc, les feedbacks que tu feras seront toujours par rapport aux comportements attendus. Et même l'évaluation de fin d'année. C'est-à-dire que si Jean-Pierre, par exemple, avait une prime de 5 000 € tous les ans, et qu'avant cette prime, elle était que sur les résultats, et désormais, il y aura 2 500 € sur les résultats et 2 500 € sur le comportement. Ou l'évaluation, c'est pas forcément une prime. Pour que même concrètement, ils se disent, oh là, il y a un truc qui a changé. Avant, ce qui comptait, c'était mes résultats, et maintenant, c'est plus que ça qui compte. C'est mes résultats, et il y a une deuxième dimension qui est venue s'ajouter, etc. Tout ça, ça n'est pas pour coincer Jean-Pierre et le planter quand on sera devant les prud'hommes. Ça sert à ce que Jean-Pierre ait des opportunités pour comprendre l'enjeu, déterminer s'il a envie de rentrer dans ce système-là ou pas, etc., etc. Mais évidemment, au moment des prud'hommes, ça va être très utile. Ça va être très utile. Nous, quelque chose que j'ai vu évoluer dans la société, c'est le déplacement de la culture orale sur la culture écrite. Et on était vraiment à cette transition-là où tout n'était pas écrit. On se disait beaucoup de choses. Un petit peu de formalisme, mais ça prend au final pas plus de temps. C'est juste la culture qui est un petit peu différente. Ça aide tellement d'avoir une trace. On s'est dit ça, c'est bien, c'est pas bien, mais on s'est dit les choses et de formaliser un petit peu, de ritualiser les rendez-vous, les 1 à 1. Alors ça, dès le début, je les ai fait. Dès que j'ai formalisé les 1 à 1, c'est planifié. Avant, c'était un peu n'importe quand, un peu n'importe où. On les aurait pas fait, on n'aurait pas eu de traces, ça aurait été presque pareil, j'aurais dit. Et le fait que ce soit ritualisé, écrit, ça change vraiment beaucoup de choses, quoi. Ouais, je suis d'accord. Il y a un aspect aussi, c'est que quand tu commences à ritualiser, à écrire, etc., en fait, toi, en tant que manager ou chef d'entreprise, ça te permet de regarder ton entreprise de l'extérieur. Parce qu'en fait, tu l'as représenté, tu la vois désormais comme un système. Plus quelque chose à l'intérieur duquel tu es en permanence, mais aussi quelque chose dont tu peux sortir et te dire, tiens, comment ça marche ? Et tiens, il y a ce truc-là qui va pas trop bien, on pourrait l'améliorer. Et de aussi présenter à tes collaborateurs cette image de l'entreprise, la projection de l'entreprise telle que vous voulez qu'elle soit. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est donc ton Jean-Pierre, finalement, ça s'est pas très bien passé. T'as dû. Oui, alors si, j'avais un dernier truc à dire, c'est que quand ça commence à sentir le roussi, tu peux parler à tes collaborateurs du travail que tu es en train d'essayer de faire avec Jean-Pierre, parce que peut-être que au prud'homme, si les collaborateurs étaient prêts à dire et à écrire. Tous qui avaient un gros problème avec Jean-Pierre, les gens, comment on appelle ça, les jurés, c'est pas les jurés, mais les juges des prud'hommes. Les juges des prud'hommes sont sensibles à ça. Hein. C'est-à-dire que si tu es tout seul à dire non, mais Jean-Pierre il avait un problème et que lui il dit non, j'ai pas de problème, quelquefois d'avoir le reste de l'équipe qui dit oui, il y avait quand même un souci et en fait le harcèlement il se faisait pas forcément dans le sens qu'on croit, ça aide aussi. Ouais, et c'est quand même
pas facile de demander des justifications, des témoignages à des collaborateurs parce que enfin, c'est quand même une délation par écrit avec pièce Voilà. d'identité, etc. Enfin, Ouais, c'est lourd. c'est pas simple. Et puis quelque part, la diva a quand même un peu d'emprise hein, Tout à fait, sur tout le à reste de fait. l'équipe. Et c'est pour ça que tu ne peux le faire que si en amont, tu as bien fait le boulot de travailler avec l'équipe. Déjà, hein, le préalable du préalable, c'est est-ce que vraiment c'est une diva? Est-ce que vraiment il y a un problème? Si c'est juste Oui. quelqu'un qui vient te voir et qui dit tiens, Jean-Pierre, dis donc, il a râlé l'autre fois. Faut dire bon et ça arrive, enfin faut tout de suite que tu dis ça arrive souvent, est-ce que c'est un vrai problème, est-ce que tu veux que j'agisse ou pas? Et si la personne dit mais non c'était la première fois que ça arrivait mais je voulais t'en parler, on n'est pas en présence d'une diva, faut être clair, hein. Faut vraiment qu'il y ait un problème sinon Et répéter, parce que c'est pas parce qu'il vient de se disputer avec sa femme parce que je ne sais trop quoi, qu'il a le mauvais poil que c'est une diva. Quoi. Absolument. Et alors moi ce qui m'intéresse c'est une fois que bon bah Jean-Pierre est parti avec perte et fracas, qu'est-ce qui s'est passé dans ton équipe? Parce que finalement c'est ce qui est le plus intéressant. Ça a été étonnamment positif et rapidement. C'est-à-dire que même sans remplacer la personne tout de suite, parce qu'elle a été remplacée quand même plus tard, il y a eu un espèce un peu de soulagement de l'équipe et ça a un peu libéré et puis les gens étaient plus sereins. C'est difficile à exprimer hein, comme ça, mais ça a tellement mieux marché après. Ça a été assez étonnant, quoi. Et donc, ce qui a confirmé quand même un peu la justesse de la décision, tant bien même c'était quand même douloureux, mais bon, ça a été au final pour l'ensemble de l'équipe quelque chose de positif. Ouais, plutôt salvateur. Ouais. C'est assez fou. Je pensais qu'il y aurait besoin de travailler plus que ça pour refaire partir. Et puis en fait, ouais, si le reste de l'équipe est bonne, on enlève le grain de sable et ça repart super vite. Moi c'est assez génial. C'est même moi alors je vais te dire c'est mon expérience, c'est quasi 100%, enfin c'est 100% des témoignages que j'ai et que moi j'ai eu hein, quand ça m'est arrivé, c'est que juste quand c'est fini et que l'équipe a repris le dessus, on se dit mais pourquoi j'ai attendu? Pourquoi j'ai pris autant de temps à faire ça? Parce que finalement, ce que je pensais être une énorme difficulté, ça a été une formidable opportunité. En fait, souvent, on a l'impression qu'on a enlevé une chape et qu'on a enlevé le couvercle et qu'en fait, les collaborateurs, pouf, ils s'épanouissent, ils prennent la place de la personne qui est partie. Et en plus, ce qui est très avantageux dans une entreprise, c'est qu'ils le prennent de manière partagée. C'est-à-dire que c'est pas un des collaborateurs qui va devenir une nouvelle diva, c'est l'équipe qui finalement va se dire, bon, bah maintenant Jean-Pierre il est plus là, faut bien qu'on se débrouille, comment on fait? Et c'est là qu'on voit que l'intelligence collective, elle est infiniment supérieure. Malheureusement, c'est ce que la diva a pas réussi à intégrer et n'a pas voulu entendre. Et c'est pourtant la réalité. 100% des cas, lorsque j'interroge des gens en disant bah, finalement, avec le recul, qu'est-ce qui s'est passé? Quasiment tous les managers me disent, mais je dirais non, pas quasiment, tous les managers me disent, mais j'imaginais pas que l'équipe pourrait s'adapter aussi vite et que finalement, très très vite, on puisse se passer du Jean-Pierre qu'on croyait finalement irremplaçable. Parce que souvent, la diva, elle pense fondamentalement qu'elle est irremplaçable, c'est ce qui lui donne, c'est ce qui malheureusement fait sa difficulté à changer, mais souvent elle te convainc qu'elle est irremplaçable, puisqu'elle est convaincue d'être irremplaçable. Oui, et puis c'est un peu les gens qui ont du mal à travailler en équipe, ils partagent pas les infos parce que s'il y a quelqu'un d'autre qui sait faire à leur place, ils perdent leur importance. Ben non, voilà, enfin, tu travailles en équipe, partage les infos. Au plus tu partages, au plus les gens savent faire sans toi, au plus tu es indispensable à l'équipe. En fait, c'est peut-être contre-intuitif, mais non, au contraire, il faut que tout le monde sache faire, il faut qu'on puisse avancer et garde pas des infos pour toi parce que sinon, bah, tu crois que tu es irremplaçable, mais au contraire, tu es dépendant et du point de vue de l'entreprise, être dépendant, c'est un problème. Puis tu sais bien qu'en tant que chef d'entreprise, quand tu commences à sentir que une des personnes se rend irremplaçable par la rétention d'informations, etc., immédiatement sur ton tableau de bord de chef d'entreprise, tu as une lumière rouge qui s'allume. Et voilà, ça va pas bien se passer pour la personne, quoi qu'elle tout à fait. Ça, parce que c'est pas en plus, enfin,
qu'il faut quand même dire, c'est que la personne, si elle y est remplaçable, c'est un problème parce qu'elle ne peut pas repartir en congé, c'est un problème parce qu'elle ne peut pas être en vacances, elle ne peut pas être malade, et à un moment, il faut bien trouver une solution parce que ces cas-là, ils peuvent arriver, quoi. Donc, il faut avoir des gens qui soient, alors pas interchangeables, mais qu'on puisse remplacer, mais pas pour les virer, pour assurer la pérennité de l'entreprise. Il faut qu'ils restent, ces gens-là, mais il faut que... Et puis puisse pour les... eux, c'est une sérénité énorme de pouvoir se dire, bah oui, quand je suis pas là, je vais pas me retrouver en revenant de vacances avec 150 mails et tâches à faire, etc., etc. Hein, c'est clair. C'est Ok, ça. bon. Et ben c'est un super témoignage. Donc si on résume un petit peu ce qu'on s'est dit, c'est que, bon, moi la première chose que je pense qu'il faut qu'on rappelle, c'est que c'est pas parce que vous détectez les signes d'une diva dans votre équipe que ça va aller forcément en licenciement. Attention à pas faire des raccourcis trop rapides, mais quand même. La première chose qu'on a dite, c'est que si vous détectez ces signes, donc c'est quoi les signes ? C'est quelqu'un dont vous vous sentez absolument dépendant au niveau expertise et qui a une forte difficulté à travailler en groupe. Quelqu'un qui partage pas les informations, ou qui est, je dirais, insupportable avec ses collègues, etc. C'est ça la définition d'une diva. Bon. Plus vous allez prendre le problème en amont, plus ce sera simple à résoudre. Mais, même si vous deviez aller jusqu'à la séparation, vous serez surpris de toute façon de la capacité à l'équipe qui reste à remplacer la diva. Parce que vous allez libérer les talents et vous allez créer de l'intelligence collective. Mais, avant de faire ça, comment on fait pour faire en sorte que même une diva ne puisse pas exister dans notre équipe ? Eh bien, c'est en mettant en place un bon système de management. C'est quoi un bon système de management ? C'est un système où on met en place des 1 à 1, le rituel dont on a parlé, parce que du coup les gens peuvent s'exprimer et on peut comprendre ce qui est en train de se passer. Deuxièmement, en mettant en place les feedbacks, parce que c'est avec les feedbacks qu'on va pouvoir dire à la personne « fais attention ». Alors on va pas le dire comme ça, hein. Le feedback c'est en 4 étapes, enfin voilà, il y a une manière de le faire, mais à dire à la personne « fais attention parce que là, t'as un souci, on a un souci, t'es en train de basculer du côté de la diva et donc je te préviens, etc. » Donc le deuxième outil c'est le feedback. Et puis ensuite, il y a aussi l'évaluation des personnes et la culture d'entreprise. Je pense que dans toutes les valeurs d'une équipe, il doit au moins y avoir la valeur « on travaille ensemble ». Et donc ça veut dire que si cette valeur-là existe, le comportement qui est attendu, c'est de savoir travailler en équipe. Et donc, vous ferez des feedbacks si la personne ne sait pas travailler en équipe. Et votre système d'évaluation n'est pas que sur les performances, il est sur les performances et sur le fait de travailler, de savoir travailler en équipe. Si vous avez ça, quand même, vous mettez toutes les chances de votre côté pour qu'une diva ne puisse pas émerger. Et si jamais elle émerge quand même, eh ben, feedback, 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 et puis si ça marche pas, coaching, 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 et puis si ça marche pas, malheureusement, par ici la sortie. C'est ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Voilà. En tout cas, je te remercie infiniment pour ton témoignage. Et de rien, merci pour l'invitation. Bah, c'était avec plaisir. Et puis, je souhaite encore une grande expansion à ton entreprise. Donc, je redonne le nom, c'est Vezonet. C'est ça. Et votre job, c'est de développer des solutions e-commerce en parallèle des solutions physiques, ou je sais pas comment on dit. Oui, on est le livreur de données en fait. On est le DPD des données de compta, de facturation. Donc on fait la passerelle entre les sites e-commerce, les click and collect, avec la gestion commerciale, les logiciels de point de vente des entreprises. Voilà, on est en back office. Ok, super. Je te remercie en tout cas. Et puis je donne rendez-vous aux auditeurs s'ils veulent continuer sur le sujet, s'ils veulent partager leur expérience, si eux-mêmes si vous avez des divas dans votre équipe ou si vous avez eu affaire à des divas dans vos équipes, etc. Rappelez-vous, à chaque fois qu'il y a un podcast, il y a en même temps une entrée qui est créée sur le forum et sur laquelle on peut discuter du sujet. Je demanderai à Hugo de mettre le lien du forum, en tout cas de l'article du forum qui correspond à ce podcast. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné toi aussi
envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment 2 choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site www.outils du manager. Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit, ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site Outils du Manager, www.outildumanager.com. À bientôt, au revoir.